Nous allons parler à présent des rôles et missions des principaux acteurs d'un projet. Quels sont les différents acteurs que l'on trouve sur la majorité des projets? Eh bien, le groupe projet est constitué d'une équipe complète de personnes concernées par le dit projet. Il peut se composer par exemple comme suit: d'un commanditaire de projet, du chef projet, de l'équipe projet, des experts et ou partenaires et d'un sponsor. Alors, nous allons parler en premier du commanditaire du projet. Alors, le commanditaire d'un projet est le client interne ou alors externe à l'origine du projet. Il est le donneur d'ordre qui finance le projet, définit les objectifs à atteindre et autorise son lancement. Alors, quelles sont les missions du commanditaire du projet? Dans le cas de projet interne, il est souvent le sponsor du projet. Le commanditaire projet, qu'il soit interne ou externe, a un rôle primordial très important en gestion de projet, qui se voit confier plusieurs missions d'importance. Il autorise le lancement du projet, on va parler de ce point. Donc le commanditaire valide les projets qui correspondent à une problématique réelle et qui peuvent apporter un retour sur investissement certain. Une autre de ses missions, c'est de cadrer les besoins, les attentes ainsi que les exigences du projet. Donc, il définit de manière claire et précise les besoins, attentes et exigences pour un projet. Il rédige l'expression de besoin, le cahier des charges et appel d'offres. Donc, ces documents décrivent précisément les besoins du commanditaire. Il peut être assisté éventuellement, donc il peut être aidé par un consultant MOA ou AMOA, donc maître d'œuvre, maître d'ouvrage, afin de rédiger ces documents. Il définit aussi les objectifs du projet et les résultats à atteindre. Donc le commanditaire liste également quels sont les objectifs à atteindre pour considérer le projet comme une réussite. Aussi, il précise également les résultats escomptés une fois le projet. Il finance le projet. Du coup, il est également en charge de l'attribution des moyens financiers au projet. Lui seul peut décider du budget à allouer au projet ou du fait d'allouer un budget supplémentaire. Il valide aussi la conformité des livrables. Il s'assure que les livrables sont conformes à ses attentes et signe le procès verbal de recette définitif qui acte le passage en phase de clôture projet. Alors, deuxième acteur dans une équipe projet, très important, d'où son rôle, le chef de projet. Eh bien, le chef de projet, appelé aussi Project Manager en anglais, est responsable de l'équipe projet en charge de la préparation, de la réalisation et de la finalisation du projet. Alors, ces missions, on va trouver parmi ces missions, il fait appel aux compétences susceptibles d'assurer sa réussite, il anime le groupe et synthétise les synergies entre tous les acteurs, il possède un rôle important de communicant, notamment en créant un esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe permet de maintenir l'implication de chaque acteur. Il est souvent épaulé et aidé par un responsable fonctionnel ainsi qu'un responsable technique. Parfois, il peut être le seul membre de l'équipe projet en fonction de la taille du projet. Alors, d'autres missions dont il est responsable, il a la mission d'analyser les besoins et les exigences, de définir les spécifications et les livrables, il est responsable de la rédaction du cahier des charges, de la conception et tenue du projet, du plan projet, du calibrage des moyens, de la planification, coordination, interface avec le client. Aussi, on va parler du management des parties prenantes. Ça veut dire les acteurs du projet interne et externe. Une autre de ses missions est
d'animer l'équipe, on va parler de la puissance du collectif qui est essentielle pour la réussite du projet. Donc, son rôle est de motiver, assurer et développer la cohésion du groupe, demeurer attentif aux difficultés de chacun, intervenir en cas de conflit entre des membres de son équipe. Il a en charge aussi le pilotage du projet, donc le suivi de l'avancement des tâches, surveillance des indicateurs et prise de décision en accord avec le sponsor pour, le cas échéant, aménager ou alors modifier le projet. Donc, ses responsabilités aussi. Donc, le chef de projet est le garant de l'atteinte des objectifs. Le chef de projet est le garant de l'atteinte des objectifs en s'inscrivant dans le cadre du triangle d'or. Donc, le fameux triangle d'or dont on a déjà parlé, à savoir le respect de la qualité, le respect des coûts et le respect des délais. Donc, définition dans la chefferie, on a le mot chef et la chefferie. Donc, qu'est-ce qu'est la chefferie? Donc, définition de la chefferie de projet. Eh bien, il s'agit de l'ensemble des missions du chef de projet. Alors, étant donné l'importance de cette position, donc, du chef de projet au sein du projet, étant donné son importance, son implication, son impact, eh bien, nous allons essayer de comprendre quelles sont les qualités personnelles qui font un chef de projet. Donc, première qualité, le leadership. Donc, il faut qu'il soit un véritable meneur, qu'on écoute, qu'on respecte, qui délègue et accompagne son équipe au quotidien en laissant à chacun une large autonomie. Deuxième qualité personnelle, le relationnel, donc mettre en œuvre une véritable relation client riche, empreinte de confiance. Donc le donneur d'ordre sait alors qu'il peut se reposer sur le chef de projet. Communication, une autre qualité essentielle, communiquer en permanence avec son équipe, avec le sponsor, les responsables de service, en réunion, au détour d'un couloir, autour d'un café. Cette dimension majeure doit s'appuyer sur de réelles capacités de communicant. Autre qualité personnelle, capacité de conviction essentielle, savoir utiliser les bons arguments pour obtenir les ressources complémentaires nécessaires à la réalisation de l'objectif, l'accord sur une solution, etc. Autre qualité personnelle, force de proposition. Il prend part aux réunions de travail pour apporter son point de vue et proposer de solides solutions. Innovateur et créatif, il doit savoir mener son équipe à réfléchir en dehors du cadre. En anglais, think outside the box, pour trouver des idées novatrices, innovantes, etc. Il doit être rigoureux, tenir les documents à jour, respecter les étapes définies. Il doit avoir une grande capacité d'analyse et de synthèse. Avoir un esprit vif et agile est indispensable pour absorber un grand nombre d'informations et les traduire en objectifs ou en actions. Le chef de projet comprend le sens des mots et de leurs conséquences. Après avoir parlé de compétences personnelles, nous allons parler de compétences techniques du chef de projet. Alors, il possède un solide bagage dans plusieurs domaines essentiels pour la réalisation de ses missions. Il maîtrise notamment les différentes techniques et méthodologies de gestion de projet. Du coup, il sait mettre en œuvre les étapes pour conduire un projet. Il connaît les outils et méthodes spécifiques requises suivant la problématique et l'approche adoptée dans l'entreprise, à savoir les différentes méthodes agiles. On peut parler de Scrum, de différents logiciels, Prince, PMP, ITIL, etc. Il doit posséder une autre compétence technique, à savoir les outils et de planification et leur utilisation. Donc l'utilisation d'un WBS pour fractionner les travaux en éléments gérables n'a pas de secret pour lui.
il sait utiliser un PERT pour planifier de manière optimale les activités à réaliser et mettre en œuvre un diagramme de Gantt, précédemment expliqué. Les techniques, donc il connaît les techniques et outils de résolution de problèmes euh, qui sont là à mettre en œuvre de manière pertinente lors d'ateliers de travail. Il sait gérer ses ressources, budget, temps, personnes, etc. Alors, nous allons parler des responsabilités du chef de projet. Alors, premièrement, on va parler du management de ou des risques. Il sait ce que sont les risques, il sait les identifier, puis élaborer un plan pour les maîtriser. Il a une bonne connaissance technique, de bonnes connaissances techniques minimum pour être capable d'échanger avec des experts et les équipes techniques. Il connaît les techniques de management d'une équipe, à savoir gestion des conflits et ou du changement, de la motivation, etc. Le fonctionnement d'une organisation, donc il sait comment une organisation fonctionne, il comprend les processus d'un service par exemple, il est aussi capable d'appréhender le mode de fonctionnement de différents types d'organisations. Aussi, le chef de projet est le garant de l'atteinte d'objectifs en s'inscrivant dans le cadre du triangle d'or. Précédemment, alors, en 3, nous allons parler de l'équipe projet. Donc, pour bâtir une équipe efficace, deux priorités sont à prendre en considération. En 1, créer un véritable esprit de groupe. En 2, réunir les compétences techniques utiles et suffisantes pour l'atteinte des objectifs alloués. Qu'est-ce qu'une équipe projet? Eh bien, une équipe projet se distingue des activités permanentes, à savoir les services ou les directions, par sa durée d'existence limitée et sa dimension transversale. Elle se distingue aussi, donc une équipe projet se distingue aussi par les membres d'une équipe projet qui seront issus de services différents, déployés eux-mêmes, donc des gens qui viennent de différents départements, mais qui vont travailler sur un projet commun. Ils dédieront aussi une partie de leur temps au projet avec l'accord de leur hiérarchie, de leur supérieur. Alors, euh, j'ai essayé de schématiser cela d'une façon visuelle. Donc, nous avons à gauche les acteurs, à droite leurs rôles et missions. Donc, membres de l'équipe projet, quels sont leurs rôles et missions? Experts et spécialistes réalisant des actions pour le bien du projet. Ils peuvent être recrutés aussi bien en interne dans différents services qu'en externe auprès de prestataires et partenaires ou alors freelance. Le sponsor de projet, donc une autre personne qui prend une partie intégrante dans un projet, eh bien, quel est le rôle du sponsor de projet? Eh bien, il a la responsabilité globale du projet et il est un soutien pour le chef de projet dans les moments difficiles. Ses missions, il prend les décisions importantes et arbitre entre deux choix, notamment en situation de crise. Donc, il a le rôle d'arbitre. Il est généralement un membre de la direction. Alors, la stratégie commerciale, on va aller un peu plus en détail. Il s'agit de l'ensemble des mesures et actions prises dans le but est de produire de la valeur ajoutée au client et de développer un avantage concurrentiel. Comment? Eh bien, en utilisant les compétences clés de l'entreprise sur le marché des produits ou des services. Il détermine la position de l'entreprise sur le marché par rapport à ses rivaux. Alors, avantage concurrentiel. Donc, on va essayer d'expliquer quelques mots clés pour essayer de comprendre le mot stratégie commerciale. Donc, avantage concurrentiel, il s'agit de la capacité d'une organisation à ses clients et ses rivaux, et donc à atteindre une position d'avantage relatif.
c'est ce qui apporte plus de valeur ajoutée, qui donne à une entreprise un avantage, encore une fois, sur ses concurrents. Donc, si vous avez une valeur ajoutée, si vous avez une technologie que le concurrent n'a pas, eh bien, vous allez avoir un avantage sur eux. Alors, l'avantage concurrentiel découle de la sélection de la stratégie générique au niveau de l'entreprise, qui, elle, correspond le mieux à l'environnement concurrentiel de l'organisation. C'est-à-dire que la stratégie qu'on va mettre en place va dépendre de l'environnement concurrentiel dans lequel euh, active l'organisation ou l'entreprise. Les principaux moteurs de l'avantage concurrentiel sont la domination par les coûts ainsi que la différenciation des produits. Nous allons parler de la stratégie générique au niveau de l'entreprise maintenant. Donc, stratégie générique au niveau de l'entreprise. Selon Michael Porter, les points forts d'une entreprise relèvent en définitive de l'une des deux catégories suivantes, à savoir l'avantage en termes de coût ainsi que la différenciation. En appliquant ces points forts dans une optique large ou étroite, on obtient 4 stratégies génériques. En 1, la domination par les coûts. En 2, la différenciation. En 3, l'orientation vers les coûts. Et en 4, l'orientation vers la différenciation. Elles sont appelées stratégies génériques. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne sont pas spécifiques à une entreprise ou un secteur d'activité. Donc le terme générique, c'est général ou alors qu'on peut appliquer à différentes situations, différentes industries, différents types d'organisations, etc. Alors, on va continuer avec les stratégies génériques de Porter. Donc, on va parler de leadership en matière de coûts. Donc, les profits supérieurs, on va les réaliser grâce à des coûts inférieurs. La différenciation, profit plus élevé en ajoutant de la valeur aux produits qui revêtent une importance réelle pour les clients, qui à leur tour sont prêts à payer des prix plus élevés. Focalisation, concentration sur une partie limitée du marché. La stratégie de focalisation est ensuite subdivisée en deux. Alors, on a la focalisation sur la maîtrise des coûts ainsi que la focalisation sur la différenciation. Donc, focalisation veut dire se concentrer. Focus en anglais. Alors, un exemple assez visuel d'une déclaration ou alors, comme on a dit, d'une stratégie. Donc, on a avantage stratégique et on a la cible. Donc, la cible, c'est l'objectif de l'entreprise. Donc, on a front large lorsque l'entreprise a une cible assez large et on a front étroit. Après, ce qu'on a sur un plan vertical, c'est avantage stratégique lié au coût, lié à la différenciation, domination par les coûts, différenciation, concentration. Donc, on a une espèce de matrice ici où l'entreprise va axer sur deux axes. La cible, c'est-à-dire son objectif, ainsi que les avantages stratégiques. Donc, les avantages stratégiques peuvent être liés au coût, à la différenciation. La cible peut être de front large ou de front étroit. Alors, on va essayer de comprendre l'importance de la stratégie. Pourquoi les chefs de projet doivent-ils comprendre la stratégie? Alors, changement dans la mission et la stratégie de l'organisation.
Les chefs de projet doivent réagir aux changements en prenant des décisions appropriées concernant les projets futurs et en adaptant les projets en cours. On a dit que le projet est unique et que chaque projet a un degré de risque ainsi que de imprévisibilité. Donc, les chefs de projet doivent s'adapter aux différents aléas qui peuvent donc être liés au projet. Les chefs de projet qui comprennent la stratégie de leur organisation peuvent devenir des défenseurs efficaces de projets conformes à la mission de l'entreprise. C'est-à-dire que à travers la compréhension de la stratégie, de la vision, de la mission, des objectifs globaux d'une organisation, eh bien, le chef d'entreprise pourra mieux s'identifier, s'aligner avec les valeurs de l'entreprise et par conséquent peut devenir c'est-à-dire en quelque sorte un défenseur voilà, efficace des projets de l'entreprise. Alors, on va aussi trouver vouloir essayer de résoudre les problèmes des clients avec un produit ou un service plutôt que de se concentrer sur les 20% qui représentent les 80% de la valeur. Loi de Pareto. Un autre problème, c'est de vouloir s'engager dans une recherche sans fin, dans la perfection, dont seule l'équipe de projet se soucie vraiment. Maintenant, on va parler du processus de gestion stratégique. On va avoir une vue assez donc large, vue d'ensemble. Alors, gestion stratégique. Chaque projet doit être clairement lié à la stratégie. Elle fournit le thème et l'orientation future de l'entreprise. Réponse au changement de l'environnement externe. Donc, je rappelle, nous sommes en train de parler du processus de gestion stratégique. En 1, on a une gestion stratégique, on explique ce que c'est. Après, on a réponse au changement de l'environnement externe. On a un environnement externe qui, sans doute, qui est sans cesse en train de changer, d'évoluer. Donc, l'analyse de l'environnement est primordiale. Affectation des ressources limitées de l'entreprise. Pour améliorer sa position concurrentielle, réponse interne au nouveau programme. Donc, il faut affecter les bonnes ressources ou alors gérer au mieux vos ressources. Alors, cette affectation des ressources limitées de l'entreprise nécessite des liens étroits entre la mission, les buts, les objectifs, la stratégie ainsi que la mise en œuvre. Alors, concernant ce processus de gestion stratégique, on a 4 activités qui vont nous permettre de le mettre en place. Premièrement, première étape, examiner et définir la mission de l'organisation. Comme on a expliqué auparavant, donc durant le chapitre 6, examiner, définir, rédiger la déclaration de mission de l'organisation. On va trouver en deuxième activité du processus de gestion stratégique, fixer des buts et des objectifs à long terme. En 3, analyser et formuler des stratégies pour atteindre les objectifs. En 4, mettre en œuvre les stratégies par le biais de projets. On va passer, chers étudiants, à un élément important qui est l'analyse SWOT. Peut-être que vous en avez entendu parler. On va essayer donc de l'expliquer méthodiquement, étape par étape. À la fin, on va voir l'implication sur nos projets. On va voir des exemples aussi. Alors, l'analyse SWOT est une analyse des forces, des faiblesses
des opportunités et des menaces de l'entreprise, afin de générer des alternatives stratégiques. Elle vise à aider la direction à élaborer un modèle d'entreprise qui aligne avec précision les ressources et les capacités de l'entreprise, en fonction, bien sûr, de l'environnement commercial. Donc, chaque entreprise, chaque entité a des forces, des faiblesses, et elle peut analyser les différentes opportunités ainsi que les menaces auxquelles l'entreprise fait face. Tout cela dans le but de générer des options, des alternatives stratégiques. Elle vise à aider la direction, comme expliqué, à mettre en place un modèle d'entreprise. À travers donc, quand vous mettez en place une vision, une mission avec des valeurs assez claires, eh bien, vous allez vous aligner avec les ressources et les capacités de votre organisation. Alors, tous ces éléments-là, toute cette analyse-là, toute cette élaboration-là va être faite en fonction de l'environnement commercial. Il faut analyser l'environnement commercial, à partir de là, mettre en place ou alors utiliser l'outil SWOT. Alors, qu'est-ce que l'analyse SWOT? Qu'est-ce que l'on dit par SWOT? Eh bien, c'est un acronyme, SWOT. Donc, l'acronyme SWOT est issu de la langue anglaise. Il renvoie à 4 termes. Donc, S pour strengths, W pour weaknesses, O pour opportunities et T pour threats. Alors, qu'est-ce que l'analyse SWOT? Donc, l'analyse SWOT nous permet de 1. Développer la stratégie marketing d'une entreprise. 2. D'évaluer la réussite d'un projet en étudiant conjointement différentes données, comme les atouts et les défauts de la société. 3. Évaluer la concurrence ou les marchés potentiels. Alors, l'analyse SWOT comporte 2 étapes distinctes. Compléter la matrice SWOT à l'aide des audits internes et externes de l'entreprise, c'est-à-dire à travers les outils qui vont nous permettre de faire nos études en interne et en externe. En deuxième étape, réaliser l'analyse en fonction des éléments intégrés dans la matrice. Alors, force. Donc, SWOT. Le S, c'est strengths, en français, c'est force. Donc, force. Il peut s'agir des capacités et les compétences que vous possédez, les expériences antérieures, c'est-à-dire avant, qui peuvent être utiles pour atteindre votre objectif ou alors vos objectifs, votre connaissance du sujet et toutes les autres ressources telles que l'argent, les technologies, les instruments, le temps dont vous disposez déjà. Donc ceci est une explication des différentes forces que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Présent aux faiblesses. Donc, les faiblesses, forcément, sont le contraire des forces, comme les choses ou les compétences qui vous manquent, les contacts que vous devez établir ou d'autres limitations. Donc, faiblesse, c'est les choses que vous n'avez pas, que vous essayez d'avoir, par exemple. Par exemple, des compétences. Donc, l'énumération de vos faiblesses n'a pas pour but de vous décourager. Ça a un but bien positif. Au contraire, vous indiquez ce qui vous manque afin de pouvoir planifier l'acquisition de compétences ou des éléments dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Les forces et les faiblesses dépendent de vous. Très important. Alors par vous, on peut faire une SWOT analysis. En général, on l'a fait pour les entreprises. Donc par vous, on veut dire votre entreprise.
elle se rapporte à ce que vous possédez en tant qu'individu ou alors entreprise ou à ce que vous devez obtenir. Je viens de dire que vous l'adaptez à votre entreprise, mais en fait, on peut même faire une SWOT analysis à niveau personnel. Donc, quelles sont mes forces, mes faiblesses, quelles sont mes opportunités, quelles sont mes menaces. Donc, on va passer opportunité. Donc, le O pour opportunité. Les opportunités sont des situations dans l'environnement qui vous entoure et qui peuvent être positives pour atteindre votre objectif. Vous pouvez identifier, saisir ou créer des opportunités. Par exemple, une opportunité peut être une tendance positive, un soutien disponible, des réseaux à exploiter, des formations disponibles ou de nouvelles technologies en cours de développement qui pourraient vous aider. Alors, menace, qui est le T, donc threats. On a vu SWOT, donc strengths, weaknesses, opportunities. Maintenant, on va voir le T qui est threats en français. Évidemment, c'est menace. Donc, les menaces sont des éléments qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. L'idée est d'identifier les menaces afin de trouver des moyens de les surmonter. S'il n'est pas possible de surmonter les menaces, pouvez-vous au moins vous préparer à minimiser leur impact. Les menaces peuvent être n'importe quel type d'obstacle, y compris des risques liés, par exemple, à un changement de l'état de l'économie. Alors, ce qui peut également être une opportunité selon la situation, ou à des changements soudains dans votre situation. Donc, petit exemple de menace. Lorsque le Covid-19 a commencé, eh bien, le Covid est une grande menace pour toute l'humanité, étant donné que c'est un virus très dangereux et mortel. Alors, différentes entreprises ont fermé ou alors ont eu des difficultés financières énormes à cause du Covid. Par contre, il y a d'autres entreprises qui ont vu le COVID, excusez-moi, comme une opportunité, à savoir par exemple les entreprises qui étaient dans la fabrication de masques. Donc vous voyez que une menace peut être en même temps une opportunité. Tout dépend comment on se positionne, comment on voit la chose. Alors, en quoi l'analyse SWOT peut-elle m'aider? Ou alors aider mon organisation? Réaliser une analyse SWOT permet de faire le point sur les rapports qu'entretient une entreprise avec son marché. La démarche présente l'entreprise sous un angle stratégique, ce qui aide le dirigeant à prendre du recul et faire les bons choix tactiques et stratégiques. Si le SWOT est souvent mis en avant pour sa capacité à mettre en avant les différentes stratégies commerciales possibles, il peut aussi être utilisé pour organiser un projet de création ou même à titre personnel, par exemple, dans le cas d'une recherche d'emploi. Donc, on voit ici que SWOT Analysis, l'outil SWOT, peut être utilisé non pas uniquement pour les entreprises, mais à des fins personnelles aussi. D'où sa grande popularité aussi. Alors, on va parler de l'audit interne. Alors, c'est quoi un audit? Eh bien, c'est une recherche, on va essayer de rechercher les forces et les faiblesses de l'entreprise. Voilà. Donc, réaliser un audit interne permet de déceler les forces ainsi que les faiblesses de l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents et ses partenaires. Donc, ces forces et faiblesses
seront spécifiées dans les cases de la matrice prévues à cet effet. Les forces ou faiblesses de l'entreprise sont des caractéristiques durables sur lesquelles l'entreprise peut agir. Très important, peut agir. Donc, l'entreprise ici bénéficie euh, de la possibilité de changer ces aspects qui sont les forces ou les faiblesses. Par exemple, un brevet peut constituer une force, tandis qu'une faible autorité sur le domaine d'activité ou alors le mauvais emplacement physique peuvent constituer une faiblesse importante. Alors, vous avez le contrôle sur ces deux aspects. Vous pouvez par exemple changer l'emplacement physique. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez donc la capacité de changer l'emplacement. Et vous pouvez aussi, et le brevet constitue une force parce que, eh bien, vous avez réussi à, par exemple, développer un produit, un logiciel d'excellente qualité, ou alors avec une technologie unique, et du coup, vous l'avez breveté, c'est-à-dire pour le protéger. Alors, bien que ces deux aspects, positifs et négatifs internes, puissent être modifiés par l'entreprise, cela exige forcément du temps et du travail. Ce n'est pas facile de changer un emplacement physique pour une entreprise. Il va falloir faire plusieurs études euh, et voir quel est l'intérêt à faire tout cela, etc. Alors maintenant, on va parler de l'audit externe. On a parlé de l'audit interne, à savoir euh, les forces et les faiblesses sur lesquelles, qui sont deux aspects sur lesquels l'entreprise a la main, c'est-à-dire qu'elle peut changer, etc. Maintenant, on va voir l'audit externe. Alors, on va aller à la recherche des opportunités et menaces du marché ciblé. Alors, les opportunités ainsi que les menaces sont habituellement extérieures à l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a aucun pouvoir sur ces deux aspects-là, à savoir les opportunités ainsi que les menaces. Ce sont des caractéristiques durables sur lesquelles l'entreprise ne peut agir. Ce sont les événements qui impactent positivement ou négativement le marché et que l'entreprise aura plus ou moins de mal à appréhender. Donc, ce sont deux caractéristiques sur lesquelles l'entreprise n'a pas de pouvoir, ne peut pas agir, ne peut pas changer, qu'il soit d'ailleurs positif ou alors négatif. Nous verrons des exemples ultérieurement. Donc, l'audit externe, ou alors ce qu'on appelle aussi diagnostic stratégique externe, est décomposé en deux parties. Alors, en un, on va trouver l'analyse du macro-environnement de l'entreprise, correspondant à l'étude de l'environnement global de la firme. Alors, très important, chers étudiants, le mot macro. Alors, macro, c'est global, c'est grand, c'est l'étendue, donc on parle, par exemple, faire du business sur une échelle macro, c'est faire business sur un plan international, par exemple. D'accord? Donc on parle ici du diagnostic stratégique externe qui est scindé en deux parties. Première partie, l'analyse du macro-environnement de l'entreprise, qui correspond à l'étude de l'environnement global. Donc global veut dire grand, voire large, etc. Pas, euh, pas que régional, pas que vous n'allez pas vous contenter de voir que les, par exemple, entreprises dans votre ville, qui peuvent être des concurrents ou alors dans votre pays, mais il faut voir plus grand, à l'échelle du continent, à l'échelle peut-être du monde aussi. Donc, macro. Donc, en deux, on a l'analyse
du, du micro-environnement de l'entreprise, qui correspond, lui, à l'étude des acteurs en contact avec l'entreprise. Donc, euh, contrairement à macro, micro, c'est beaucoup plus petit, donc c'est à l'échelle de l'entreprise. Une opportunité peut être la possibilité de signer un accord exclusif avec un fournisseur stratégique ou l'ouverture d'un nouveau marché. Une menace peut être l'arrivée d'un nouveau concurrent ou le lancement d'une innovation de remplacement. Par exemple, l'arrivée de la musique digitale pour l'industrie du disque. Alors, qui doit participer à l'analyse SWOT? Quelles sont les personnes qui doivent participer à cette analyse? Eh bien, une analyse SWOT n'est efficace que si l'ensemble des éléments liés à l'activité de l'entreprise sont pris en considération. Aucun secteur ne doit être laissé de côté. Pourquoi? Parce que cette analyse peut mettre en lumière des éléments invisibles jusque-là. Pour un travail efficace, chaque service ou équipe doit être représenté dans la démarche. Alors maintenant, on est à l'étape de mettre en place une analyse SWOT. Et on va voir comment on peut mettre ou alors effectuer une analyse SWOT. Faire une analyse SWOT nécessite une démarche méthodique dont les étapes sont les suivantes. Rassembler une équipe compétente, demander à chacun de lister les forces, les faiblesses, les possibilités ou alors les opportunités et les menaces de l'entreprise ou alors du projet de création. En 3, compiler, regrouper les éléments de chacun, envisager de tenir une séance de brainstorming en groupe pour identifier les causes de chaque catégorie. Donc, je précise, donc séance de brainstorming, donc le terme brainstorming, eh bien, c'est une séance, c'est une réunion en fait entre les différentes donc, personnes qui travaillent sur un projet, donc l'équipe projet, si on parle de projet par exemple, où ils vont donc s'asseoir ensemble, essayer de trouver des solutions à une quelconque problématique ou alors à un projet, etc. Donc les idées fusent, chacun donne son idée, chacun donne son opinion, et à la fin on va arriver par élimination à une certaine solution, à travers le consensus de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va donner son avis, et puis on va arriver à un accord à la fin pour prendre une décision. En 4, alternativement, c'est-à-dire que si cela ne marche pas, on va avoir une autre option. Il est possible de demander à chaque membre de l'équipe de travailler seul avant de partager ou alors brainstormer et compiler les résultats en groupe. Ça peut être efficace aussi de travailler de son côté et de ramener ses idées lorsqu'on a fait son travail en individuel. Cela ouvre le débat et développe la créativité. Donc, tout l'intérêt du brainstorming est là, c'est de débattre, d'échanger des idées et de développer la créativité des différents membres de l'équipe. 5, il ne faut surtout pas se précipiter dans l'évocation ou l'élaboration de solutions. Commencez par identifier et lister les facteurs pertinents dans chaque catégorie. En 6, une fois le brainstorming terminé, élaborez une version finale de l'analyse SWOT qui énumère et synthétise tous les facteurs de chaque catégorie. Classez-les de haut en bas en fonction de leur importance. Donc, plus on est en haut de la liste, plus ces facteurs sont importants. En 7, une fois la matrice terminée, identifiez les stratégies possibles, puis choisissez celle, ou alors celle avec un S, qui sera ou seront là où les plus adaptées à votre situation, à votre projet.
que ce soit dans le cadre de vos études ou d'un rendez-vous client, la réalisation d'une analyse SWOT aboutit toujours à la même chose, sa présentation à des tiers, qu'il s'agisse d'un enseignant, de vos collègues ou d'un client. Au moment d'aborder cette slide, il n'y a pas 36 000 questions, il faut procéder par étapes et commencer par le contexte, la situation actuelle et réelle de votre entreprise. En l'occurrence, le O et le T, Opportunities and Threats, les opportunités et les menaces, sont, comme je viens de l'expliquer, les opportunités et les menaces. Alors, cela vous permettra de faire comprendre à votre audience dans quel contexte la marque que vous analysez intervient, ou alors l'entreprise. Il ne reste plus qu'à terminer par le S et le W, à savoir ses forces et ses faiblesses. On va voir quelques exemples de SWOT. Donc l'analyse SWOT prend souvent la forme d'une slide à 4 cases. À gauche, les éléments qui ont un impact positif, à savoir les forces et les opportunités. À droite, les éléments qui ont un impact négatif, à savoir les faiblesses et les menaces. Donc, voici un exemple ici. Donc, la matrice d'analyse SWOT. À gauche, en haut, vous avez les forces, impact positif. En bas, vous avez les opportunités, toujours dans le positif. Partie droite, donc en haut à droite, impact négatif, faiblesse. Et enfin, menace. Donc, vous verrez aussi que en haut à gauche, vous avez les forces qui est un facteur interne, les opportunités est un facteur externe, les faiblesses est un facteur interne aussi, et menace par conséquent est aussi un facteur externe. Donc, opportunité et menace externe, force et faiblesse interne. Donc, pour force, inscrivez ici vos forces pour atteindre vos objectifs. Et on va faire de même pour les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces. On va voir un exemple d'une grande société internationale. Donc, une version en anglais avec les bonnes questions à se poser pour identifier chacun des thèmes. Donc, ça, c'est la version anglaise que vous connaissez, je suppose. Donc, SWOT analysis, internal, external, strengths, opportunities, weaknesses, threats, etc. Alors, on va essayer d'analyser la fameuse donc, organisation, alors entreprise Amazon, qui sont spécialisées donc, dans le business en ligne. Vous pouvez donc acheter plus ou moins tout et n'importe quoi à travers Amazon, hein. Donc, ils vont vous livrer à travers leur application, alors à travers leur site. Donc, analyse SWOT Amazon. Alors, comme vous pouvez le voir, là, elle est en anglais. On va les détailler une par une. Donc, on va voir les strengths, les forces, faiblesses, opportunités ainsi que menaces. Quelles sont les forces de Amazon? Donc, c'est un exercice assez intéressant, chers étudiants. Vous pouvez le faire. Prenez différentes marques que vous aimez bien, par exemple. Essayez de faire cette analyse. Vous pouvez aller sur Internet et vous verrez les différents points positifs, négatifs, etc. À travers cette donc, analyse SWOT. Pour ce qui est de Amazon, quelles sont leurs forces? Eh bien, identité, forte identité de la marque. Amazon est synonyme de service de vente en ligne et se concentre sur l'amélioration de la satisfaction du client au cours du processus commercial. Avantage du pionnier, eh bien Amazon est tout simplement le leader parce que c'est le tout premier du secteur de la vente au détail en ligne. La structure des coûts, Amazon utilise efficacement son avantage en termes de coûts, réalise des bénéfices limités et reste rentable dans le commerce. Développement commercial, Amazon
améliore constamment son niveau de service et fournit des services diversifiés. Donc, diversification. Faiblesses. Quelles sont les faiblesses de Amazon? Eh bien, marge bénéficiaire réduite. Leurs marges ne sont pas importantes. Amazon dispose d'une marge bénéficiaire très faible pour maintenir sa stratégie de domination par les coûts. Or, de faibles marges bénéficiaires rendent les entreprises vulnérables aux chocs et aux crises externes, ainsi qu'aux autres changements du marché. Une autre faiblesse d'Amazon, c'est la saisonnalité. Il existe une différence saisonnière entre les revenus d'Amazon et la portée de ses activités. Donc, les ventes et les revenus atteignent leur maximum au quatrième trimestre chaque année. Donc, logique du fait que le quatrième trimestre va être les mois d'octobre, novembre, décembre, et ça, c'est là où on va trouver les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Et par conséquent, c'est durant cette période-là que la plupart des gens vont faire leurs achats pour acheter des cadeaux, etc. Opportunité. La diversification actuelle des activités de commerce électronique. Amazon continue d'accroître la notoriété de ses propres produits et services. Amazon développe davantage de sites web locaux pour participer au marché international. Avec l'expansion internationale d'Amazon, certaines entreprises locales ont la possibilité d'entrer sur le marché international. Donc, opportunité pour les plus petites entreprises. La promotion de la coopération stratégique entre Amazon e-commerce et ses secteurs affiliés favorisera le développement positif de l'industrie. Donc, tout ce que l'on vient de citer sont des opportunités à saisir pour Amazon. Menaces, perte de profit due à des marges bénéficiaires faibles, violation de brevets et autres aspects du litige d'Amazon, barrière à l'entrée dans le secteur du commerce électronique et question de cybersécurité, à savoir vos données personnelles, etc. Alors, on va maintenant voir les avantages de l'analyse SWOT. Alors, construire un tableau SWOT possède certains avantages, comme par exemple le fait de pouvoir être réalisé en interne et donc ne rien coûter à l'entreprise. Les avantages sont représentation synthétique de la stratégie de l'entreprise, regroupe le diagnostic interne et le diagnostic externe au sein d'un même tableau, remise en question de son projet d'entreprise, la construction d'un SWOT oblige l'entrepreneur à considérer certaines faiblesses qu'il n'aurait peut-être pas identifiées sans diagnostic interne, peut aider à identifier certains facteurs clés du succès. Alors, quant aux inconvénients, donc le tableau SWOT n'est pas un outil qui permet d'établir une stratégie d'entreprise et un business plan à lui tout seul. Donc, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Le fait que ce tableau soit synthétique est une limite car il offre une vision simplifiée, peu détaillée des facteurs à considérer. Alors, comme je viens de dire, il n'est pas à utiliser seul. D'autres outils tels que Pestel Analysis, le Porter Five Forces, etc., et d'autres analyses de marché concurrentielles, etc., doivent être utilisés pour compléter le SWOT. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, ce n'est pas un outil qui va déterminer de la stratégie de l'entreprise. Il peut être parfois subjectif, donc les facteurs identifiés et leurs impacts sur l'activité de l'entreprise sont perçus de manière personnelle. Une faiblesse ou menace peut être sous-estimée. Autre inconvénient, ne fournit pas de solution. Donc le SWOT n'est pas un outil adapté pour prioriser l'impact de certains facteurs
et donc donner des indications sur les actions à mener. Autre inconvénient aussi, il génère beaucoup d'informations. Donc, identifier tous les facteurs qui influent sur l'entreprise peut résulter en un tableau SWOT trop fourni, pouvant rendre la prise de décision difficile. Alors, quelques conseils pour l'utilisation de l'outil SWOT. Donc, votre SWOT doit être court et simple, mais n'oubliez pas d'inclure les détails importants. Par exemple, si vous pensez que vos compétences en matière de communication sont votre point fort, incluez des détails spécifiques, tels que la communication verbale, écrite. Lorsque vous avez terminé votre analyse SWOT, eh bien, classez les résultats par ordre de priorité, des facteurs les plus importants qui vous affectent ou affectent votre entreprise aux facteurs les moins importants. Obtenez plusieurs points de vue sur votre entreprise pour votre analyse SWOT. Demandez l'avis de vos employés, collègues, amis, fournisseurs, clients et partenaires. Appliquez votre analyse SWOT à une question spécifique, tel qu'un objectif que vous aimeriez atteindre ou alors un problème que vous devez résoudre. Vous pouvez ensuite effectuer des analyses SWOT distinctes sur des questions individuelles et les combiner. Alors, on fait souvent l'amalgame entre stratégie et planification. Donc, on va tenter de comprendre la différence entre le terme stratégie et son envergure, ainsi que planification. Donc, quelles sont les différences entre stratégie et planification? Une stratégie ne sera pas exécutée, ni complètement, ni avec succès, sans d'autres plans. Cela signifie que les avantages promis ne seront pas réalisés et que les objectifs de l'entreprise ne seront pas atteints. Une stratégie identifie ce qu'il faut faire pour atteindre un ou plusieurs objectifs de l'entreprise. Une stratégie doit être détaillée, elle peut même inclure une sorte de calendrier d'exécution, mais elle n'est toujours que de haut niveau en ce qui concerne la manière dont elle sera réalisée. C'est à cela que sert un plan. Alors, qu'est-ce qu'est un plan? Un plan explique en détail comment la stratégie sera exécutée. Il identifie ce qui doit être fait, activités et tâches à exécuter, qui fait quoi, rôle et responsabilité, le moment où cela doit être fait, un calendrier des activités, des tâches et les personnes qui sont affectées, et surtout, comment vous vous assurez que le projet est réalisé dans les délais et dans le respect du budget. Gestion des risques, gestion de la qualité, gestion de la communication, des ressources, gestion des parties prenantes, gestion du changement, gestion financière, etc. Alors, si vous pensez que cette liste ressemble à un plan de gestion de projet, bien, vous avez raison. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est un plan de gestion de projet. Parce que pour exécuter une stratégie, eh bien, vous avez besoin d'un plan, tout simplement. Pour passer d'une stratégie à un plan, il faut généralement une analyse de rentabilité. C'est là que la stratégie est justifiée et chiffrée pour être examinée et approuvée. Ensuite, pour être exécutée, elle devient une initiative de changement sous la forme d'un programme de travail ou d'une partie d'autres programmes. Les programmes sont exécutés comme des projets. Ainsi, une même stratégie peut être exécutée dans le cadre de plusieurs plans différents, des plans de gestion de programmes et de projets.